j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter toutes les dernières lectures que j'ai pu faire ces dernières semaines et il y a beaucoup de livres comme vous pouvez le constater ici, en sachant qu'en plus tous les livres ne sont pas là puisque j'ai également lu énormément de romans graphiques et d'albums pour la jeunesse que j'ai empruntés à la bibliothèque, donc que j'ai déjà rendus. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du Voyageur de Noël, de Gigi, du premier tome de Féerie qui s'appelle La fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains, de Yanua Vera, d'Orgueil et Préjugés en manga, de 3 romans graphiques et de toute une sélection d'albums pour les petits. Comme l'année dernière à la même époque, j'ai lu un conte de Noël de Anne Perry. Cette fois il s'agit du Voyageur de Noël, c'est toujours aux éditions 10-18 et c'est toujours dans la collection Grand Détective. Comme d'habitude avec Anne Perry, on se retrouve dans l'Angleterre du 19e siècle. Ici, on est dans la campagne anglaise. Au moment de Noël, une fratrie se réunit pour les fêtes de fin d'année. Malheureusement, cette fois-ci, un des frères est décédé, apparemment assassiné. Sa veuve est complètement désemparée, elle fait appel à ses beaux-frères et à un ancien ami de la famille pour résoudre l'enquête. Malheureusement, comme l'année dernière, j'ai été déçue par ce conte de Noël. J'ai trouvé l'enquête moyenne, la chute absolument médiocre, les personnages très distants, je ne me suis pas du tout attachée à eux, j'avais absolument aucun intérêt pour ce qui leur arrivait, je me suis ennuyée et en plus, contrairement à l'année dernière, je n'ai pas du tout trouvé de contexte hivernal dans cette histoire. L'année dernière, le secret de Noël m'avait déçue, mais quand même, on sentait la neige, on sentait le froid. Là, dans le Voyageur de Noël, ça aurait pu se passer au printemps, en été, franchement, j'aurais pas vu beaucoup de différence. Je me suis pas sentie en hiver et c'est bien dommage. La seule chose positive de cette lecture, c'est que l'auteur Anne Perry maîtrise son contexte, donc l'Angleterre du 19e siècle, et que c'est pas mal écrit. Je trouve que dialogue, description sont assez pertinents par rapport au contexte justement dans lesquels ils prennent place. 2 contes de Noël de Anne Perry, 2 déceptions, alors je pense que je vais arrêter là. Il y a quelques semaines, j'ai lu Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream et cette lecture m'avait vraiment donné envie de me replonger dans un texte de Colette. J'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai sorti Gigi aux éditions du Livre de Poche. En ouvrant ce livre, je m'attendais vraiment à lire un roman unique qui s'appelle donc Gigi. Et en fait, non, surprise, il s'agit d'un recueil de nouvelles. Ce livre contient 4 petites nouvelles. 4 nouvelles, 4 courtes histoires sur des thèmes différents, avec des personnages différents et abordés différemment. La première, Gigi, qui donne son nom à ce recueil, c'est l'histoire d'une jeune fille, petite fille de demi-mondaine, qui approche des 14 ou 15 ans et qui va bientôt faire son entrée dans la société. Sa grand-mère et sa grande-tante misent beaucoup sur elle, elles ont envie qu'elle devienne une grande cocotte, qu'elle se fasse une place dorée dans la société, qu'elle se marie avec un bon parti. Sauf que Gigi, du haut de ses 14 ou 15 ans, est encore très naïve, pas du tout femme, et elle, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Tout ce qui l'intéresse, elle, c'est quand Gaston, qui est de plusieurs années son aîné, vient la voir, il joue aux cartes, il s'amuse comme des grands enfants. Sauf que Gaston, lui, ne voit plus Gigi comme une petite fille, il va donc lui faire des avances. Gigi se sent désemparée, c'est pas du tout son truc, c'est pas du tout dans son idée, aux grandes dames de sa grand-mère et de sa grande-tante. Ce que j'ai retenu de cette nouvelle, c'est les dialogues assez savoureux mis en place par Colette. Il y a l'argot parisien qui est savoureux. Vraiment pour ça, c'est dynamique, c'est rythmé et on s'attache à la jeune Gigi. Deuxième nouvelle qui s'appelle L'enfant malade. Là, on change complètement de contexte, complètement de personnage. On va suivre un petit garçon qui est malade justement et la fièvre va lui faire vivre une expérience assez intéressante. J'ai beaucoup aimé le point de vue proposé par Colette, c'est je pense l'intérêt principal de cette nouvelle. Encore une fois, c'est super bien écrit et c'est hyper immersif. La troisième nouvelle du recueil s'appelle La Dame du photographe. Ici, on va découvrir une voisine de Colette. Alors je ne sais pas si c'est une histoire qui est autobiographique ou si c'est de la fiction. En tout cas, Colette se met elle-même en scène dans cette petite histoire. Et sa voisine, qui est donc la femme d'un photographe, s'ennuie dans son quotidien. Elle a envie de vivre une expérience unique, elle a envie de vivre quelque chose de grand, alors elle pense au suicide. Une nouvelle intéressante parce qu'encore une fois très bien écrit, mais ça on s'en doutait avec Colette. Là on pousse les portes d'un immeuble parisien et on va voir ce qui se passe dans les appartements des Parisiens qui vivaient
fait au début du XXe siècle. Dernière nouvelle, et c'est peut-être celle que j'ai le moins aimée, elle s'appelle Flore et Pomone et c'est peut-être aussi la plus personnelle, la plus intime pour Colette, puisque là elle parle à la première personne du singulier et elle nous raconte ses souvenirs, les souvenirs qu'elle peut avoir en rapport avec ce qu'elle a vécu dans un jardin. Donc elle nous fait d'immenses et de magnifiques descriptions de fleurs, de plantes, de fruits, de légumes, d'odeurs, de couleurs. Je pense que c'est la nouvelle qui stylistiquement, littérairement est la plus riche. C'est un super exercice de style, c'est très bien écrit et c'est immersif, mais en même temps c'est peut-être la nouvelle où il y a le moins de fil conducteur. Finalement c'est vraiment très personnel à l'auteur et donc ça a un côté un petit peu longué. C'est un plaisir de lecture pour le style, littérairement c'est très beau, très travaillé, mais par contre pour le fond c'est peut-être moins intéressant entre guillemets, même si c'est toujours passionnant de découvrir ce qu'a pu vivre Colette, qui est une auteure, une femme que je trouve très inspirante, qui est un petit peu une de mes héroïnes. J'aime beaucoup Colette et c'est toujours un plaisir de la lire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller lire sa biographie sur Wikipédia ou sur d'autres sites et évidemment à lire certains de ses textes, ça vaut le coup. C'est hyper sensitif, sensuel. Colette fait appel à tous nos sens, c'est très immersif, elle parle de couleurs, de textures, de parfums, c'est voilà. Les sens se sont appelés quand on lit un texte de Colette, donc c'est vraiment très intéressant et c'était une sacrée nana. Voilà, lisez Colette, ça vaut le coup. J'ai ensuite changé de genre puisque j'ai lu le premier tome de Féerie, premier tome qui s'appelle La fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains. C'est écrit par Catherine M. Valent et c'est publié aux éditions Baliverne. C'est de la littérature jeunesse et c'est présenté dans la 4e de couverture comme le digne successeur d'un Alice au pays des merveilles, Peter Pan, le magicien d'Oz, etc. Tous ces titres classiques de la littérature jeunesse, ce sont des personnages forts qui traversent les décennies, qui sont atemporels. Alors est-ce que ce livre mérite son titre de digne successeur d'un Alice au pays des merveilles ? Oui, c'est une histoire complètement barrée, imagée et surtout hyper bien écrite, ou en tout cas la traduction est vraiment très bonne. On va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Septembre, qui a 12 ans, qui s'ennuie chez elle. Son père est parti à la guerre et sa mère travaille dans les usines d'armement. Donc elle passe ses journées toute seule et elle s'ennuie. Donc quand un personnage qui s'appelle le Vent Vert frappe à sa fenêtre et lui propose de l'emmener au pays de Féerie, elle accepte, elle s'enfuit. Une fois passée la douane, puisque entrer dans Féerie c'est assez compliqué, vous allez le voir, la petite Septembre va faire énormément de rencontres différentes, elle va croiser des personnages en couleur, c'est comme je vous le disais complètement barré, un peu burlesque, un peu loufoque. Alors au début, concrètement, il faut se laisser aller. En lisant la première page, je me suis dit oulala, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce vent vert, ce léopard qui vole? Voilà, il faut retrouver son âme d'enfant, laisser son pragmatisme d'adulte et se laisser porter par les événements. Il faut avoir conscience que dans le pays de Féerie, absolument tout est possible et il faut l'accepter. Alors Septembre va faire la rencontre d'un vouivriothèque, mélange d'un vouivre et d'une bibliothèque, ce qui donne le mot valise vouivriothèque, qui est très difficile à dire. Elle va également rencontrer un maride qui est un petit personnage bleu qui vient de la mer, qui s'appelle Samedi. Elle va faire la rencontre de sorcières autour d'un chaudron dont l'une d'elles a perdu une cuillère en bois. Elle va croiser une golem qui est faite en savon, un petit personnage qui est une lanterne, qui a sa vie propre, qui a un esprit, une âme. Et puis le lecteur va aussi suivre le récit très fractionné d'une petite clé qui suit Septembre et qui est carrément à la traîne. Alors on la voit pas souvent, c'est un petit chapitre, une petite page comme ça de temps en temps qui parsème le récit, mais on va le voir, cette petite clé a une importance certaine et elle va arriver à point nommé à la fin. Dans ce monde de Féerie où vous pouvez croiser des vélocipèdes, donc des vélos qui volent, des léopards qui volent, plein de choses un petit peu bizarres, des objets qui parlent,
Vous avez également une marquise maléfique que Septembre va finir par croiser. C'est une petite fille qui a un sale caractère et on va en apprendre un petit peu plus. Évidemment, vous vous doutez que le fil principal, le fil conducteur de cette histoire, c'est que Septembre va devoir sauver le pays de Féerie du règne un petit peu trop totalitaire de la marquise maléfique. Dit comme ça reste un petit peu classique, mais en fait, on va en apprendre plus sur les personnages et ça c'est vachement bien fichu puisqu'on s'attache à eux, on arrive même à s'attacher à une lanterne de papier qui est un être animé et on arrive même à s'attacher à cette marquise maléfique qui est peut-être pas si maléfique que ça au final, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Ce qui fait que ça marche aussi très bien, c'est que c'est une histoire qui est très bien écrite, c'est onirique, c'est poétique, vraiment pour le coup ça ressemble vraiment à un Alice au pays des merveilles avec énormément de jeux de mots. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à un autre texte qu'a écrit Lewis Carroll qui s'appelle La chasse aux snarks, c'est un long poème qui voilà, fait appel à énormément de jeux de mots, c'est complètement burlesque, loufoque, ça part dans tous les sens. A noter que le livre en tant qu'objet est très joli, vous avez pu le voir, l'illustration de couverture est très sympa, de même que la quatrième, et chaque chapitre s'ouvre par une illustration en en-tête, donc c'est vraiment très soigné. Et ce que j'ai également repéré tout de suite en ouvrant le livre, c'est que la police utilisée pour le texte est différente de ce que les maisons d'édition utilisent habituellement. Alors, on le repère vite, mais je trouve que c'est agréable parce que des fois on a envie de faire original, on a envie d'utiliser des polices qui sont stylistiquement très jolies avec des fioritures, mais en fait pour le confort de lecture ça va pas du tout. Là c'est à la fois original et agréable à parcourir, ça n'abîme pas les yeux, donc c'est parfait. Voilà donc un premier tome qui vaut le coup, qui a gagné un prix aux Imaginales en 2016, il l'a pas volé et je vous le conseille si vous aimez la littérature jeunesse un petit peu barrée et très imagée. Je suis ensuite restée dans la littérature de l'imaginaire puisque j'ai lu Dévorer même Yanoa Vera de Jean-Philippe Jaworski aux éditions des Moutons électriques. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui prend place dans le cycle des récits du Vieux Royaume, dans lequel on trouve surtout, et c'est sans doute le titre le plus célèbre de Jean-Philippe Jaworski, Gagner la guerre, qui est un pavé, un énorme roman qu'il faut absolument que je lise en 2017. On m'a posé la question aujourd'hui, on peut lire les livres indépendamment, vous pouvez commencer par ce recueil de nouvelles ou par Gagner la guerre, le roman qui prend place dans le même cycle, ça n'a pas d'importance, vous pouvez lire l'un ou l'autre, ou les deux dans l'ordre que vous voulez. Les deux se complètent mais sont pas indispensables pour la bonne compréhension de l'un ou de l'autre. Ce recueil contient 10 nouvelles, 10 histoires assez différentes, 10 histoires qui mettent en scène 10 personnages différents, dans un lieu différent du royaume et à des époques plus ou moins éloignées. En fait, imaginez une immense fresque peinte. C'est le Vieux Royaume. D'un côté vous avez des montagnes enneigées, de l'autre vous avez une plage, au milieu vous avez des forêts, des lacs, vous voyez les tours d'un château, les remparts d'une ville énorme et très peuplée, et dans cette grande fresque peinte, vous avez plusieurs petits personnages qui sont installés et qui vivent leur vie. Vous en avez qui prient, qui travaillent dans les champs, d'autres qui se battent, qui se baladent, bref, plein de personnages différents qui font des activités différentes. Et en fait, chaque nouvelle proposée par Jean-Philippe Jaworski, c'est comme si vous aviez un zoom sur un personnage de cette fresque et on va vous raconter son histoire. Et donc avec ces 10 histoires rassemblées dans un même recueil, on a l'impression d'être transporté dans un monde très riche, très dense, très bien pensé, et à la fin de ce recueil, on découvre plein d'annexes qui sont hyper intéressantes et qui nous prouvent définitivement, si on avait encore des doutes, que Jean-Philippe Jaworski a effectivement complètement travaillé son vieux royaume, qu'il maîtrise tous les éléments de ce royaume, que ce soit la chronologie, la géographie, la généalogie, bref, tout est pensé un petit peu comme un Tolkien. Si les 10 nouvelles ne m'ont pas toutes énormément plu, je trouve quand même qu'il y a une certaine homogénéité dans la qualité de tous ces textes. C'est un recueil qui est vraiment très très bon. Et si certaines nouvelles m'ont un petit peu moins plu, c'est surtout par les thèmes qu'elles abordent parce que moi personnellement ce sont des thèmes, des éléments qui me plaisent un petit peu moins. Mais c'est vraiment subjectif. En ce qui concerne la forme, la plume, littérairement toutes les nouvelles sont
excellente. De toute façon, Jean-Philippe Jaworski est connu comme étant un auteur qui sait très bien manier les mots. Je ne vous parlerai pas des 10 nouvelles puisque ça serait beaucoup trop long. Il y en a quelques-unes qui ont davantage retenu mon attention, comme je vous le disais, parce que les thèmes me parlaient un peu plus. C'est notamment le cas du conte de Suzel, qui est une nouvelle dont on m'avait vanté les mérites à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années. Donc je l'attendais au tournant et je n'ai pas été déçue. C'est une nouvelle que j'ai trouvée absolument magnifique, terriblement triste, mais très belle. Et comme mon ami Raphaël, je pense que je la relirai très régulièrement, peut-être une fois par an, parce que c'est vraiment une nouvelle très émouvante. Ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Suzel. On la rencontre petite fille au départ. C'est une petite fille un petit peu lunaire, qui est toujours en train de rêvasser, et donc elle est souvent punie par ses parents parce qu'elle ne mène pas à bien ses tâches, ses corvées quotidiennes correctement. Un jour qu'elle doit aller au lavoir pour s'occuper du linge de la famille, elle va faire une rencontre qui va complètement changer sa vie. Elle va croiser un jeune homme très beau, très élégant, qui manifestement n'est pas du tout de la région et qui est un poil étrange. Ils vont échanger quelques mots et ce jeune homme va lui promettre qu'il reviendra la voir dès que possible. Alors Suzel, complètement éblouie par cette apparition, va se rendre tous les jours qui vont suivre au lavoir, laver le linge, dans l'espoir de revoir cet inconnu. Les jours, les semaines, les mois, même les années vont passer, Suzel continue à espérer, continue à croire qu'elle va recroiser cet inconnu. C'est un petit peu son leitmotiv, ce qui la fait se lever tous les matins. Mais elle attend, elle attend, elle attend, elle attend en vain. Finalement, la vie faisant que, elle accepte de se marier avec un homme qui, bon, sans plus, la vie va suivre son cours tout simplement. Elle va devoir faire face à la mort de ses enfants notamment, à la guerre qui arrive. Bref, Suzel va vieillir. Et même si elle a mis de côté cette rencontre fabuleuse qu'elle avait pu faire quand elle était petite, ça restera quand même toujours dans un coin de sa tête. Je ne vous raconte pas la suite et fin de l'histoire. La chute est un petit peu attendue, mais je l'ai adorée parce que c'était exactement ce que j'attendais et c'est exactement le genre d'histoire, le genre de thème, le genre de personnage que j'adore. Donc je ne pouvais qu'aimer cette nouvelle qui, comme je vous le dis, est assez triste quand même parce que voilà, on parle d'espoir déçu, on parle de la vie qui suit son cours, de fatalité. Voilà, c'est pas franchement gai, mais c'est très beau, très émouvant. Et je pense que si j'ai autant aimé cette nouvelle, c'est que même si ça prend place dans un univers inventé, dans un contexte à tendance médiévale, avec des créatures merveilleuses, l'histoire de Suzel finalement c'est quelque chose qui peut nous être très proche à nous terriens en 2017, c'est quelque chose qui peut nous arriver, ce côté espoir déçu, fatalité, vie qui suit son cours et voilà donc. Je pense qu'on peut se reconnaître en Suzel et c'est peut-être le personnage qui est finalement le plus proche de nous dans tous les personnages qu'on va découvrir dans ces nouvelles. Il y en a d'autres, mais vraiment Suzel, je pense, touche une corde sensible en nous, en tout cas elle a touché une corde sensible en moi et je comprends maintenant pourquoi c'est un conte qui plaît autant aux lecteurs. J'ai évidemment beaucoup aimé Mauvaise Donne, donc la nouvelle qui met en place Benvenuto, le héros de Gagner la guerre. Là c'est pas du tout le même ton, c'est pas du tout le même contexte puisqu'on se retrouve dans une grande ville, dans la grande ville du royaume qui s'appelle Ciudalia ou Ciudalia, je sais pas comment on le dit, qui est une grande ville avec plein de ruelles malfamées. Ça nous fait un petit peu penser aux villes italiennes dans les sonorités, dans le nom des personnages, des rues, etc. Et dans ces ruelles malfamées, on va faire la rencontre de Benvenuto, qui est le membre d'une guilde d'assassins. C'est un personnage qui est pas franchement sympathique. D'ailleurs, aux Imaginales l'année dernière, Jean-Philippe Jaworski était en conférence pour parler de ce personnage-là qui était traité de salopard, mais un salopard qu'on adore suivre, puisque ça arrive souvent qu'il y ait des anti-héros dans la littérature qu'on adore suivre, même si ce sont de vrais salopards. Et c'est le cas de Benvenuto. C'est un assassin sans foi ni loi, qui fera toujours tout pour sauver sa pomme avant tout, et en même temps, c'est un personnage vachement bien croqué et qu'on ne peut s'empêcher d'apprécier, ou en tout cas qui nous passionne tant qu'on a envie de suivre ses aventures. Là dans la nouvelle on fait sa rencontre, on le découvre, on découvre le contexte de la ville de Ciudalia ou Ciudalia.
dans laquelle il y a pas mal de complots et de manipulations au niveau politique, et Benvenuto va se retrouver coincé là-dedans, bien malgré lui, et il va devoir slalomer un petit peu entre les ennemis pour sauver sa pomme, comme je vous disais. C'est une nouvelle qui, une nouvelle fois, est super bien menée et qui donne envie d'en apprendre plus sur Chiudalia et sur Benvenuto, donc j'ai très hâte de lire Gagner la guerre. D'autres nouvelles m'ont beaucoup plu, comme Jour de Guigne, Un amour dévorant ou Le service des dames, 3 nouvelles encore une fois complètement différentes. Jour de Guigne, c'est un hommage pas du tout déguisé à Terry Pratchett, auteur de fantasy humoristique. Jour de Guigne fait directement suite au conte de Suzel. Alors si au conte de Suzel on avait pu laisser couler quelques larmes de tristesse, avec Jour de Guigne c'est plutôt des larmes de rire. Le personnage principal est victime d'une malédiction et en fait pendant toute la journée la moindre chose va se transformer en véritable catastrophe et ça commence dès qu'il sort de son lit. Il va se faire voler, perdre de l'argent, se faire attaquer par des chiens enragés, être dévoré par des puces et des morpions, bref il va lui arriver un tas de choses. C'est un enchaînement de gags, mais ça reste très fin, pas du tout lourdingue. Et c'est une nouvelle qui permet à l'auteur de nous en dire un peu plus sur les créatures bizarres qu'on peut trouver dans le Vieux Royaume, puisque notre personnage principal va devoir faire face à un assassin bien particulier, je ne vous en dis pas plus. Dans Un amour dévorant, là c'est l'atmosphère très inquiétante qui m'a beaucoup plu, puisqu'on se retrouve dans une sombre forêt dans laquelle chaque nuit des fantômes rôdent et des fantômes pas franchement sympas. Dans l'écriture, dans l'atmosphère, j'ai retrouvé ce qui m'avait beaucoup plu dans le premier tome de Roi du Monde, tout ce qui se passait dans cette forêt celtique à la limite entre le réel et l'imaginaire, très inquiétant, très flippant avec des créatures bizarres. Là j'ai retrouvé ça dans Un amour dévorant et j'ai beaucoup aimé. Le service des dames, c'est plutôt une nouvelle qui rend hommage au roman courtois à la Chrétienne 3, avec un chevalier errant, une châtelaine un petit peu bizarre dans son château, un duel avec la lance, l'épée. Voilà, ça reprend les codes de la chevalerie du roman courtois. C'est une nouvelle fois hyper immersif et assez passionnant. Bon, je ne peux pas vous parler des 10 nouvelles, sachez juste que toutes sont super bien menées, c'est la force de Jean-Philippe Jaworski qui réussit à construire ces nouvelles exactement comme il faut, c'est hyper bien osé, hyper bien équilibré. Vous avez une situation initiale qui prend pas trop de place, le lecteur sait très vite dès les premières lignes, dès les premières pages où il est, quel personnage il suit, ce qui va se passer. Le développement prend le temps qu'il faut, juste le temps qu'il faut, et la chute est bien dosée. Parce que le problème dans les nouvelles, c'est que généralement on a un de ces 3 temps narratifs qui prend plus de place que les autres dans l'ensemble, et ça donne une impression déséquilibrée. Là, c'est juste ce qu'il faut, c'est super bien travaillé. Mais comme je vous le disais, Jean-Philippe Jaworski, c'est quelqu'un qui manie très bien les mots. Alors ça peut faire peur parce que c'est un style qui est quand même pas mal littéraire, et en même temps c'est la force de l'auteur, c'est qu'il arrive à nous écrire quelque chose de littérairement très bon, très beau, mais qui reste super fluide, super agréable, super immersif. On peut avoir peur des styles trop littéraires parce que des fois ça paraît trop pompeux, on s'ennuie. Là c'est pas du tout le cas, c'est super dynamique et c'est généralement très émouvant. Vraiment, allez-y, tentez un Jean-Philippe Jaworski, ça vaut le coup. Dernière lecture faite en 2016, il s'agit de l'adaptation en manga de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est une adaptation qui est signée Stacy King et qui est dessinée par Potse et c'est aux éditions Soleil Manga. Comme vous le savez sans doute, Orgueil et Préjugés, c'est un des romans que je préfère, que j'ai déjà lu plusieurs fois en français, en anglais, et pour lequel j'ai vu la plupart des adaptations qui ont pu en être faites, en tout cas au cinéma ou à la télé, donc je connais quand même pas mal l'histoire, et je suis assez à cheval sur les adaptations. Il faut que ce soit pertinent, que ce soit bien fait, et que ça ne dénature pas l'œuvre d'origine. Alors là, pour ce manga, même si c'est pas parfait, même si j'ai parfois levé les yeux au ciel, parce qu'il y a quand même certains petits points qui m'ont un petit peu chagriné, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était bon, que c'était bien et que c'était très agréable de redécouvrir l'histoire de Elizabeth Bennet et de Monsieur Darcy. Je trouve que c'est une bonne façon pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer dans l'œuvre d'origine, de découvrir l'histoire des personnages, de découvrir cette célèbre histoire. C'est une façon un peu plus moderne
d'approcher les lecteurs un petit peu frileux à la littérature classique. Donc pour ça, je trouve que c'est bien, c'est une bonne initiative. Après, il faut être conscient que ça reste du manga, donc le style de dessin est quand même un petit peu particulier et donc ça fait un petit peu bizarre de voir les chevelures et les tenues dessinées par Potsé alors qu'on parle quand même d'une histoire qui se passe à la toute fin du XVIIIe siècle ou tout début du XIXe siècle en Angleterre. Donc une société très codifiée, très carrée, très fermée avec des règles de bienséance, etc. Donc là on est dans une modernisation, dans du manga, donc ne vous attendez pas à une réalité historique, ne serait-ce que dans les tenues, les coiffures, non. En même temps, quand on voit ce que Joe Wright a fait avec le film de 2005, je pense qu'on peut pas faire pire niveau réalité historique, pertinence, respect des codes de la société, régence du 19e siècle. Bref, voilà. Joe Wright a déjà détruit pas mal de trucs, donc là, franchement, le manga ne fait pas pire. Je vais pas revenir sur mon appréciation du film de Joe Wright, que je trouve très beau visuellement, esthétiquement, la musique est magnifique, ça fait très pré-raphaélite, mais ce côté trop romantique, trop niais, je trouve que ça va pas avec l'œuvre d'origine de Jane Austen, qui elle-même se moquait des romantiques en fait, de ces filles trop fleurs bleues. Alors faire un film fleurs bleues justement avec son œuvre, moi personnellement ça me dérange. Dans ce manga, voilà, là encore on va retrouver quelques défauts un peu romantiques, un peu fleurs bleues. Je trouve que parfois Elizabeth Bennet est un peu cruchonne et un peu glousseuse, donc voilà. C'est pas comme ça que moi j'imagine Elizabeth Bennet, c'est pas comme ça que je la vois quand je lis le roman de Jane Austen. Pour moi c'est une jeune fille qui est espiègle, qui est en avance sur son temps, qui n'est pas fleur bleue justement, qui a une vision très réaliste de ce qu'est l'amour et qui, même si elle est en avance sur son temps, qu'elle a un côté un petit peu rebelle, c'est quand même une jeune fille qui est posée, qui va respecter les codes de la société régence. Donc là voilà, il y a certains passages où c'est un petit peu limite niveau fleur bleue glousseuse et rébellion, mais ça passe. Il y a le personnage de Monsieur Bennet aussi que j'ai trouvé un petit peu concon ici, alors que c'est quand même un personnage qui me fait beaucoup rire dans le roman d'origine, parce que justement il a ce côté très détaché, très ironique qui fait son charme. Là, parfois c'est aussi limite, on retrouve pas vraiment ça, donc c'est un petit peu dommage. Par contre pour les autres personnages c'est plutôt pas mal, Darcy est plutôt bien respectée, donc vraiment dans l'ensemble c'est assez fidèle, en tout cas assez fidèle à l'esprit de Jane Austen, si je ne dis pas de bêtises. Niveau dessin, il faut aimer le style manga, et le style manga un peu occidentalisé. En plus, la lecture se fait dans le sens occidental. Comme je vous le disais, c'est toujours un plaisir de retrouver cette histoire, et je trouve que c'est une initiative intéressante de proposer les grands classiques de la littérature en format manga. C'est un support qui plaît davantage aux lecteurs un petit peu frileux, aux jeunes lecteurs, donc pourquoi pas, peut-être que ça leur donnera ensuite l'envie de lire le roman d'origine. C'est pas parfait, ça a quelques défauts, mais franchement c'est pas mal. Ces dernières semaines, comme je vous le disais, j'ai lu aussi pas mal de romans graphiques et d'albums pour les petits. Je vais vraiment survoler tout ça pour vous dire très rapidement ce que j'ai pensé de tous ces titres. J'ai emprunté California Dreaming de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard, dont vous avez très certainement déjà entendu parler sur Booktube et sur les blogs. Il s'agit de la biographie illustrée de Mama Cass, qu'on voit ici, qui était la chanteuse du groupe The Mamas and the Papas, que vous connaissez sans doute grâce à leur célèbre titre California Dreaming. Ça se passe dans les années 60 et on découvre l'histoire de cette jeune femme qui a eu un destin assez particulier. J'ai découvert qu'elle était morte à 32 ans, je ne le savais pas, j'ai découvert toute l'histoire qu'il y a eu en amont de la formation du groupe The Mamas and the Papas, tout ce qui s'est passé entre les différents membres du groupe. C'était un petit peu tortueux et un petit peu particulier. Bref, c'est intéressant pour ce côté biographie, c'est par contre assez triste quand même. Par contre, j'avoue que je suis pas hyper fan des dessins de Pénélope Bagieux. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, un truc extraordinaire. Je suis contente de l'avoir lu. Ça donne envie de réécouter The Mamas and the Papas, donc c'est toujours sympa. C'est pas le livre que j'aurais envie d'acheter pour le mettre dans ma bibliothèque. J'ai également lu Virginia Woolf de Michel Gazier et Bernard Siccolini aux éditions Naïve collection Grand Destin de Femmes. Là encore, c'est une biographie illustrée en couleur. On parle donc de Virginia Woolf, une auteure que je n'ai encore jamais lue,
honte à moi, mais c'est prévu, je vous le promets, parce que je ne connaissais pas du tout son histoire et justement cette biographie m'a permis d'en savoir plus sur cette femme au destin un petit peu particulier. Là encore, c'est pas franchement gay, mais hyper intéressant et c'est une femme qui a eu une histoire qui me touche. Donc je pense que je vais lire ses romans déjà. Virginia Woolf est surtout connue pour son côté très féministe, très avant-gardiste et qui a écrit des romans, des textes en ce sens. Donc voilà, c'est une femme, une personnalité qui m'interpelle et j'ai été très heureuse d'en découvrir plus grâce à cette biographie illustrée. Par contre niveau dessin, j'ai pas été très sensible à l'illustration, mais voilà, le fond intéressant. J'ai ensuite complètement changé de genre dans les romans graphiques puisque j'ai lu le premier tome de The Woods de James Tynion IV et de Michael Dialinas aux éditions Ankama. Alors là c'est carrément de la SF sanglante. Complètement différent. J'ai eu du mal un petit peu à entrer dans l'histoire, je me demandais vraiment où ça allait. En fait on est en 2013 et tout un lycée, tous ces étudiants, tous ces enseignants vont être catapultés dans une autre dimension, sur une autre planète qui est carrément hostile. C'est une planète qui est peuplée de monstres, pas très sympathique. Il y a pas mal d'élèves qui se font bouffer dès la 3e page. Bref, voilà, c'était pas tellement le genre d'histoire qui me bottait plus que ça. Je me demandais où on allait, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis au final, je trouve que ce premier tome est plutôt pas mal dans le traitement de ses personnages. Il y en a beaucoup, mais grâce à des flashbacks dans le passé, on va découvrir qui ils sont vraiment, ce qu'ils ressentent, quelle est leur histoire. Alors on va parler d'homosexualité, de problèmes entre frères et sœurs, enfin bon, bref, il y a plein de petites histoires, plein de petits thèmes qui sont très actuels, et j'ai trouvé que le traitement des personnages était plutôt sympa. Après, niveau illustration, c'est de l'ordre du comics, j'ai l'impression. Bon, j'y connais pas grand chose, mais voilà, je pense que c'est plutôt comics. Je suis pas hyper fan. Mais ça se laisse regarder et je suis quand même curieuse de lire la suite. Ok, alors je viens de me rendre compte que j'ai quasiment plus de batterie sur mon appareil photo, donc ça veut dire que j'ai tourné déjà beaucoup trop de temps. Je vais vous parler très vite de tous les albums pour la jeunesse que j'ai pu lire ces dernières semaines et il y en a un bon paquet. La plupart je ne les possède plus puisque je les avais empruntés à la médiathèque, donc je vous mettrai à chaque fois les petites images par là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. J'ai découvert avec un immense plaisir La colère de Banshee de Jean-François Chabat et David Sala aux éditions Casterman. J'avais déjà pu apprécier les illustrations de David Sala dans l'album Folle Saison, je crois, que j'ai lu il y a quelques semaines, que j'avais aussi emprunté à la bibliothèque, et déjà qui m'avait fait très forte impression au niveau visuel. Mais alors là, La colère de Banshee, j'ai trouvé ça magnifique. Ça parle d'une petite fille qui fait une grosse colère, qui s'appelle Banshee, et qui n'arrive pas à maîtriser voilà, sa colère. Donc c'est très bien pour les enfants, pour justement la gestion des sentiments, de la colère, tout ça. Et puis ça a le côté très mythologique, folklorique, puisque on parle d'une légende irlandaise de la Banshee. Voilà, donc tout pour me plaire, et en plus les illustrations, mais c'est à tomber par terre. Là, je vais essayer de vous en mettre quelques-unes, mais je trouve que ça témoigne pas forcément de la beauté et des couleurs de ces illustrations. Il y a des dorés qui brillent, mais c'est beau, mais c'est beau. C'est l'album coup de cœur, je pense que je vais l'acheter dès que possible pour le mettre dans ma bibliothèque. Il est magnifique, et je ne peux que vous conseiller d'aller le feuilleter en librairie ou en bibliothèque. J'ai ensuite emprunté Le mot qui arrêta la guerre de Audrey Alouette et illustré par Aine Lee. Et c'est aux éditions Nobinobi. Je lis mon petit papier parce que comme j'ai pas les albums avec moi, je me souviens plus de tout. Donc comme c'est publié par Nobinobi, c'est un côté très manga, très oriental, voilà, très asiate dans le dessin, dans le traitement des couleurs. Ça a un côté un petit peu artificiel entre guillemets, enfin ça donne l'impression que c'est créé à l'ordinateur. Donc il faut aimer ce style d'illustration. Moi j'aime bien à petite dose. Après dans cet album, c'est pas forcément les images qui m'ont le plus séduite, c'est surtout l'histoire. Alors je sais pas si c'est un conte traditionnel chinois, japonais, mais en tout cas ça y ressemble. On va parler de deux frères qui ont un talent artistique. Le premier, l'aîné, lui est très fort en origami, et le second, le cadet, est très fort en calligraphie. Et malheureusement les deux vont être séparés par la guerre qui arrive, et comme l'aîné
a dépassé les 16 ans, il doit partir pour la guerre. Sauf qu'évidemment ils n'ont pas du tout envie d'être séparés, l'aîné n'a pas du tout envie d'aller faire la guerre, donc ils vont essayer de trouver un moyen pour empêcher cette guerre. C'est un joli conte traditionnel, j'ai bien aimé le fond. J'ai ensuite lu Ondine de Benjamin Lacombe, édité chez Albin Michel Jeunesse. Alors là, niveau visuel, Benjamin Lacombe, c'est magnifique, j'ai adoré, c'est super beau. Je pense que voilà, si on aime le style, Benjamin Lacombe, c'est vraiment le summum de l'illustration. Par contre, niveau texte, histoire, même si le fond je l'ai bien aimé, et ben j'ai pas trop aimé la façon dont c'est raconté. J'ai trouvé que c'était assez décousu, parfois pas très clair. C'est un conte qui parle d'une ondine, d'où le titre, qui rappelle un petit peu la petite sirène, une ondine qui tombe amoureuse d'un homme, et évidemment ça va mal se passer. Je ne vous en dis pas plus, c'est assez triste, mais voilà, un petit peu déçue par le texte en lui-même. Il y a pas mal de textes, hein. C'est un album qui est pour les plus grands, c'est pas un album pour les petits. Ou même c'est même un album pour les adultes, hein, pour ceux qui aiment le style de Benjamin Lacombe. Voilà, illustration magnifique, mais texte un petit peu en deçà, j'étais un petit peu déçue. Au mois de décembre, je vous l'avais dit dans le book haul du mois de décembre quand je vous ai présenté mes acquisitions, j'ai acheté 2 albums publiés aux éditions du Chaminou, qui est une maison d'édition clermontoise, une petite maison d'édition qui publie des albums pour les enfants. J'en ai pris 2, j'ai pris Les filles et les garçons de France Quatrom et Élise Quatros, ou Quatros, je ne sais pas, et Nico d'or de Kouam Tawa et Tiffaine Boilet. Le premier parle de la question du genre, ce que doivent faire les filles, ce que doivent faire les garçons entre guillemets, et met un petit peu à mal les idées reçues, donc c'est toujours intéressant. Après c'est un album qui est assez peu bavard, il y a assez peu de texte. Je suis pas forcément hyper fan des illustrations, mais j'aime bien la colorisation, ça fait très aquarelle, voilà. Ça peut être pas mal pour les plus petits lecteurs. J'ai en revanche beaucoup aimé Nico d'or, qui parle de la captivité des animaux sauvages et notamment d'un petit singe. Là, c'est un peu plus bavard niveau texte, il y en a un petit peu plus sur chaque page, et les illustrations sont elles aussi très jolies. Enfin, en tout cas, j'ai préféré les illustrations de cet album-là. C'est un peu plus réaliste, un petit peu plus peut-être travaillé entre guillemets. Voilà, je dirais que c'est un album qui est pour les enfants un petit peu plus grand, et pour les adultes qui aiment les albums pour les petits. Et ensuite, comme je vais sans doute être amenée à faire des accueils de groupe, des accueils pour les petits, on doit mettre en place des animations, des lectures, donc autour de thèmes. Et pour le semestre qui arrive, je me suis plutôt positionnée pour un thème en particulier, et dans ce thème-là, il y a 4 albums qui seront lus aux enfants de diverses façons. Donc je connaissais le premier qui est le célèbre La Moufle de Florence Desnouveaux et de Cécile Udrisier aux éditions Didier Jeunesse. C'est un conte super connu qui met en avant une moufle qui est perdue comme ça dans la neige. Une petite souris va la trouver, va se réfugier à l'intérieur, et ensuite à chaque page on va découvrir un autre animal qui s'approche, qui lui aussi a froid et qui lui aussi demande à entrer dans la moufle, jusqu'au dernier animal qui est un gros ours qui a froid et qui aimerait bien entrer dans la moufle aussi. Je ne vous raconte pas la chute, mais en tout cas c'est un album qui plaît énormément aux enfants, qui marche vachement bien, je le trouve super beau cette version là. J'adore les illustrations, j'adore le travail sur le texte qui a été fait par Didier Jeunesse avec ses différences de police, de couleurs, bref, ça marche super bien pour les enfants. Si vous voulez un album pour l'hiver avec des animaux de la forêt, allez-y, foncez sur La Moufle, c'est super bien. J'en ai découvert 3 autres que je ne connaissais pas et qui sont aussi très bons. Le premier, c'est Deux drôles de bêtes dans la forêt de Fiona Roberton, je crois. J'ai écrit ça sur mon papier, aux éditions Circonflexe. Donc là, ça se passe dans la forêt comme le titre l'indique. On va y découvrir une petite fille et une petite bête un petit peu bizarre, et on va avoir les 2 points de vue concernant leur rencontre. C'est tout mignon. Ça a un côté hyper attendrissant et ça renverse un petit peu les idées qu'on peut avoir sur qui est le monstre dans cette histoire. Troisième album qui s'appelle Maman Ours, c'est de Ryan Higgins et c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc là c'est l'histoire d'un ours qui adore manger des œufs, qui adore faire des recettes avec des œufs en omelette, des œufs à la coque, etc. Et qui donc va se balader en forêt pour trouver des œufs. Il va en trouver quelques-uns qui sont des œufs d'oie, sauf qu'au moment de les faire cuire, de les cuisiner, 4 oisillons, 4 oisons, je sais plus comment on dit, vont sortir de cet œuf et
l'ours va se transformer en maman ours et il va pas du tout réussir à se débarrasser de tous ces petits oiseaux. Là aussi c'est assez drôle, assez attendrissant mais surtout drôle. Il y a beaucoup de références très actuelles à l'écologie, etc. Donc ce genre de références je pense qu'ils font plus plaisir aux adultes qu'aux enfants, mais c'est bien trouvé, vraiment très sympa. Niveau illustration aussi super coloré, bref, une super histoire. Et le dernier qui s'appelle Gruffalo, que je ne connaissais absolument pas et qui pourtant est un album qui commence à avoir une dizaine, une vingtaine d'années. Je pense qu'il a été écrit au début des années 90, donc ça commence à remonter. C'est de Julia Donaldson et Axel Scheffler et c'est aux éditions Gallimard. Alors là, c'est l'histoire d'une petite souris qui se balade en forêt, qui va rencontrer à chaque fois un animal qui est un de ses ennemis, un prédateur. Elle va rencontrer un renard, un serpent, etc. Et en fait, à chaque fois, elle va s'en sortir puisqu'elle va leur raconter qu'elle a rendez-vous avec le Gruffalo, qui est un monstre énorme qui vit dans la forêt, qui a des grandes défenses, qui a des grandes griffes, etc. Donc elle arrive à terroriser ses ennemis naturels et à s'en sortir jusqu'au moment où elle-même va rencontrer l'animal qu'elle a inventé, le Gruffalo. Et comment elle va s'en sortir, je ne vous en dis pas plus. C'est super drôle, c'est ce genre d'histoire en randonnée, je crois ça s'appelle, où à chaque fois le schéma de rencontre se retrouve, se répète, et donc les enfants adorent ça, ça marche vachement bien. Donc ça marche très bien pour les petits, et ça marche aussi très bien pour les grands. Je ne peux que vous conseiller tous ces beaux albums si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même de grands enfants. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas terminé de vous parler de toutes mes lectures puisque j'ai encore tout ça à vous présenter. 4 titres. Je pense que je le ferai dans une autre vidéo pour couper un petit peu, pour pas que ça dure 1 heure. Et surtout pour un côté pratique de mon côté, parce que ma carte SD est pas assez grande à mon avis, parce que j'ai déjà plus de batterie sur mon appareil donc ça va couper, et parce que ensuite pour monter et charger la vidéo sur YouTube ça serait beaucoup trop lourd, donc je peux pas me permettre de faire des vidéos de plus de 30 minutes. Je pense que voilà, niveau pratique ça le fait pas. Après cette année, niveau vidéo, j'ai moins envie de me prendre la tête sur la longueur des vidéos, sur le dynamisme qu'il peut y avoir dans ces vidéos, sur la luminosité, sur la couleur, sur la lumière, sur le cadre, sur voilà, etc. Ces derniers mois, j'ai essayé à chaque fois de faire mieux, de faire quelque chose qui, je pensais, plairait à un plus grand nombre. Donc à faire des vidéos plus courtes, plus dynamiques, à couper mais voilà, qui a priori alourdissent un petit peu et font pas très professionnels. En même temps, c'est vrai, on m'a fait la remarque dernièrement d'ailleurs, ça enlève du naturel, et en même temps, ces derniers temps, j'ai regardé un petit peu des émissions à la télévision, des journalistes qui sont professionnels, qui sont payés pour faire ces émissions et qui eux-mêmes parlent lentement, font des pauses, font des voilà, qui ont des défauts, qui ont des tics de langage, et pourtant ils sont payés pour ça, ils passent à la télé sur les grandes chaînes. Et voilà, ça plaît à beaucoup de monde et c'est très bien. Donc je me suis dit, cette année, en 2017, je vais arrêter de me prendre la tête sur les vidéos, je vais retrouver quelque chose de plus naturel, peut-être faire des des A et des tics de langage qui vont déplaire à certains d'entre vous. J'ai pas envie de passer 5 heures sur chaque vidéo au montage, j'ai juste envie de vous parler de livres qui m'ont plu ou m'ont déplu, j'ai juste envie de vous faire passer ma passion d'une façon naturelle qui me correspond un peu plus. J'ai testé des choses peut-être plus à la mode et qui me correspondaient un peu moins, c'est-à-dire des vidéos plus courtes, plus montées, qui je pensais plairaient à davantage de monde, et en fait ça n'a pas été franchement le cas, donc j'abandonne cette idée. Maintenant je reviens à des choses plus simples, moi, mes bouquins, un décor pas forcément génial, une luminosité pourrie parce que mon appareil photo c'est pas un truc de pro et que je n'arrive pas à la régler pour avoir une peau parfaite, je ne me maquille pas parce que c'est pas mon truc et que je ne me maquillerai jamais, je ne m'apprêterai jamais, je ne mettrai jamais une tenue de soirée pour vous faire une vidéo, je reste à l'improvisation, je ne me ferai jamais des fiches et un prompteur, ça vient comme ça vient. Si parfois j'ai des hésitations, si parfois je bégaye, et ben tant pis, c'est comme ça. Et puis voilà, ça sera comme ça en 2017, j'espère que ça n'effraiera pas les nouveaux arrivants sur cette chaîne, j'espère que ça refidélisera les anciens qui étaient déçus par les changements qu'il y avait pu y avoir sur la chaîne ces derniers mois. Bref, en 2017
17, je vous parle de livres, juste de livres, tout simplement. Je laisse tout le reste de côté, tout le reste c'est annexe. L'important c'est ce que je vous dis, en tout cas j'espère, c'est pas ma tête, c'est pas la lumière. En tout cas, merci pour les fidèles, pour les nouveaux abonnés, merci pour vos nombreux commentaires. J'ai pas le temps de répondre en ce moment, mais ça viendra, promis. Je répondrai avec 2, 3, 4, 5, 6 semaines de retard, mais je répondrai, je vous le promets. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!